En juin 1973, le Johnson Sea Link plonge pour explorer un destroyer de la Seconde Guerre mondiale coulé. Au lieu de faire une découverte, il trouve le désastre, pris au piège dans l'épave sans aucune issue. Le submersible est suspendu, impuissant, tandis que ses systèmes de survie tombent en panne et que l'oxygène baisse. Et au-dessus, les sauveteurs luttent contre la montre pour sauver un équipage à bout de souffle. Dans l'océan profond, la curiosité se paie en oxygène, pression et temps. Ces équipages apprennent ce prix à la dure. Chaque échec écrit une nouvelle règle. Chaque perte force l'innovation. Et pour le réalisateur James Cameron, ces leçons difficiles sont mises à l'épreuve à la limite même de l'endurance humaine, au point le plus profond de la Terre. L'océan est un environnement vraiment impitoyable. Il nous a donc fallu 7 ans pour construire cela. Mais j'appelle ça de la paranoïa saine. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? En tant que scénariste, j'imagine facilement de nombreux scénarios désagréables. On crée ensuite des solutions pour les éviter. À 05h30 sur le Edershow de Zutzipritch, 37h15 le 26 mars 2012, l'océan Pacifique occidental est calme. Un petit submersible vert vif flotte sur la houle. Attaché à l'intérieur, un homme est replié dans une sphère d'acier d'à peine 1 mètre de diamètre. Il ne peut pas se lever, il ne peut pas s'étirer, il peut à peine bouger. James Cameron est en mission pour plonger à l'endroit le plus profond de la Terre, le Challenger Deep, au fond de la fosse des Mariannes, à 10 908 mètres sous la surface, soit 11 km sous la ligne de flottaison, là où aucun humain n'est jamais allé seul. Il se trouve à bord du Deep Sea Challenger. Chaque seconde de sa descente exerce une pression inimaginable, plus de 1000 fois supérieure à la pression de l'atmosphère au niveau de la mer. Chaque système de survie à l'intérieur doit fonctionner parfaitement. À l'intérieur du cockpit, la vie de Cameron dépend de 5 éléments. La qualité de la réserve limitée d'air qu'il respire, la solidité de la sphère d'acier qui l'entoure, l'équilibre délicat de la flottabilité qui l'empêche de sombrer au fond de l'océan et lui permet de remonter à la surface. Les systèmes de navigation et de communication qui le relient au monde et, en dernier recours, une équipe de secours prête à le retrouver avant la fin du temps imparti. Cette histoire parle de ces 5 systèmes. Il s'agit de ce qu'ils font, de la façon dont ils protègent la vie dans l'abîme, les niveaux les plus profonds de l'océan, en dessous de 6000 mètres et de ce qui se passe lorsqu'ils ne fonctionnent pas correctement. Pour comprendre leur importance, nous suivons la descente de Cameron dans la fosse. Parallèlement à son succès, 3 autres histoires jalonnent son voyage. Johnson Sea Link, PC3 et Titan. Chacune rappelle à quel point l'échec dans les profondeurs est impitoyable. Dans le Deep Sea Challenger, aucune erreur ni fuite d'air n'était permise. La sphère du cockpit, épaisse de 6 cm et demi, est scellée, ses parois d'acier pressant contre le vide. Cameron est assis, entouré de jauges et d'affichages numériques, chacun d'eux surveillant l'atmosphère qu'il respire. L'espace ne fait qu'1 mètre de large. Pour se déplacer, il doit s'en replier les genoux sur la poitrine, les bras collés au panneau d'équipement. Il n'y a ni position debout, ni marche possible. Cette capsule est à la fois une prison et un sanctuaire. L'air à l'intérieur doit être fabriqué et maintenu avec une précision scientifique. Au niveau de la mer, chaque respiration contient 21% d'oxygène. Dans sa bulle scellée pendant une plongée, la pression pourrait faire monter ou descendre les niveaux d'oxygène à des seuils dangereux. Pour survivre, Cameron compte sur des bouteilles d'oxygène qui alimentent la cabine en doses soigneusement contrôlées. Des cartouches d'hydroxyde de lithium éliminent le dioxyde de carbone qu'il expire. Sans elles, le taux de monoxyde de carbone 2 augmenterait progressivement, rendant l'air silencieusement toxique. Le danger n'est pas évident. Le dioxyde de carbone ne noie pas, mais cause discrètement maux de tête, confusion et perte de conscience. Dans une chambre hermétiquement fermée, il tue avant même que vous ne vous en rendiez compte. Cameron le sait très bien. Le 21 février 2012, Deep Sea Challenger a connu un revers 5 semaines plus tôt. Lors d'une plongée d'essai à Sydney, le système de contrôle de l'atmosphère est tombé en panne. Les relevés montraient des niveaux d'oxygène instables. Sans certitude d'avoir de l'air sûr, la plongée a été interrompue. Même en eau peu profonde, la situation peut rapidement dégénérer. Le risque d'échec est bien documenté.
Le 17 juin 1973, au large de Key West, Floride, le submersible de recherche Johnson Sea Link transportait 4 hommes. Leur mission consistait en une collecte de routine de la faune marine sur une épave à 110 mètres de profondeur. Mais à 9 heures, le navire s'est retrouvé enlisé dans l'épave d'un destroyer de la marine. Le submersible était piégé avec son équipage de 4 hommes. Au début, ils attendent. Les secours viendront, mais à l'intérieur, l'atmosphère commence à changer. 2 hommes sont dans un compartiment de plongée en métal à l'arrière, 2 autres dans les compartiments pilotes en acrylique. Le taux de dioxyde de carbone augmente rapidement dans les 2 compartiments, mais le système d'épuration du monoxyde de carbone faiblit dans la chambre froide en métal. Des maux de tête surviennent après 2 heures. La respiration s'accélère, mais plus ils expirent, plus le poison s'accumule. Robert Menzies, pilote, improvise. Il déchire un bidon de granulés chimiques de chaux sodés qui absorbent le monoxyde de carbone, et les verse dans sa chemise. Il place le paquet devant un ventilateur pour que le produit chimique absorbe plus de monoxyde de carbone. La chaux sodée mélange hydroxyde de calcium et hydroxyde de barium. Elle est légèrement moins efficace que l'hydroxyde de lithium utilisé dans le Deep Sea Challenger et son efficacité chute considérablement à basse température. Comme le compartiment de plongée en aluminium conduit la chaleur plus rapidement que l'acrylique, les eaux froides à 110 mètres font chuter la température du compartiment de plongée jusqu'à 7 degrés Celsius. Des heures passent. Les sauveteurs interviennent, mais le matériel de secours manque sur place et, à son arrivée, il met encore du temps à leur parvenir. Après 24 heures, les 2 chercheurs dans le compartiment de plongée, Edward Clayton Link et Albert Denison Stover, s'effondrent, leur corps submergé par une intoxication au dioxyde de carbone. 2 membres d'équipage survivent dans le compartiment du pilote. À bord du Deep Sea Challenger, Cameron survit grâce à un oxygène stable et des épurateurs efficaces pendant 7 heures. Dans le Johnson Sea Link, un épurateur défectueux a fait de la cabine une chambre à gaz. À 7h45, le 26 mars 2012, Cameron se trouve à plus de 8000 mètres sous la surface. La coque subit une pression de 800 d'atmosphère. Sous cette pression, une fissure aussi fine qu'un cheveu pourrait suffire à faire éclater la sphère du pilote. La différence entre la vie et l'implosion réside dans l'intégrité de l'acier qui l'entoure. À 8000 mètres, Deep Sea Challenger est le submersible habité le plus profond depuis 1960. Par le hublot, tout est noir. Aucune lumière n'atteint cette profondeur. Le seul son est le faible bourdonnement des pompes et le léger grincement de l'acier sous tension. Pour le corps de Cameron, replié dans le cockpit exigu, cela signifie 10 000 tonnes qui appuient contre la coque de pression. Si la sphère cède, il n'y a aucun avertissement, aucune chance de s'échapper. L'implosion serait instantanée. La cabine s'effondrerait instantanément, écrasant son corps avant toute réaction cérébrale. La sphère du pilote, forgée dans un acier spécialement traité, est conçue pour cela. Sa sphère parfaite répartit la pression de manière égale dans toutes les directions. Les ingénieurs l'ont testé dans les plus grands caissons à pression du monde, sur Terre à une pression supérieure à celle de la fosse des Mariannes. Mais à l'intérieur, Cameron est pleinement conscient de ce qui est en jeu. Le submersible entier se comprime en fait de presque 8 cm de longueur lorsqu'il atteint le fond de l'océan, simplement à cause de la pression. La sphère où je suis rétréci vraiment. La fenêtre par laquelle je regarde subit une pression de 16 000 livres par pouce carré. À 8h00, un système hydraulique commence à fuir, du liquide gicle sur son hublot. Un bras manipulateur se bloque et la porte de collecte des échantillons signés reste coincée. La fuite est maîtrisée, mais elle oblige à prendre la décision de raccourcir son temps au fond. La structure du véhicule reste solide, mais les systèmes sous forte pression restent toujours risqués. Ils ne sont stables que jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Un submersible n'est en réalité pas un sous-marin. Il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a pas de chambre de réserve. Il n'y a que la coque de pression. Sa sécurité structurelle doit être absolue, sinon elle implose. Les sphères sont les plus résistantes. Les surfaces plates se plient sous la pression, tandis que les sphères répartissent la force uniformément. L'acier et le titane sont fiables. Soudure et joints sont radiographiés pour repérer les défauts. Une cavité de la taille d'un grain de sable peut se propager et provoquer une défaillance catastrophique sous pression. Chaque coque est testée sous pression en chambre hyperbare, au-delà de sa profondeur de conception.
Des capteurs acoustiques écoutent le son des fissures, un petit ping qui avertit d'une fatigue structurelle. À 11 000 mètres, la pression est de 1100 atmosphères. C'est comme empiler 50 avions gros porteurs sur la sphère. Pour résister à la pression, il faut non seulement de la solidité, mais aussi de la certitude. C'est pourquoi le Deep Sea Challenger a été construit avec des marges de sécurité redondantes et pourquoi Cameron a survécu. Avançons rapidement jusqu'au 18 juin 2023 dans l'Atlantique Nord, sur le site de l'épave du Titanic. 5 hommes embarquent à bord du submersible Titan. Parmi eux se trouve Stockton Rush, président-directeur général d'OceanGate, la société qui a construit le submersible. Contrairement au Deep Sea Challenger, le Titan n'utilise pas une sphère en métal forgé. Sa conception est inhabituelle, un cylindre en composite de fibres de carbone fermé par des dômes d'extrémité en titane. À 9h00, le submersible commence sa descente. Le navire de soutien reçoit par intermittence des messages textes via un modem acoustique à faible bande passante. Il n'y a pas de câble à fibre optique. La communication est limitée. À 10h47, le contact est perdu. Le dernier message signale une descente de routine à 3346 mètres, puis le silence. Ce qui se passe ensuite est soudain et définitif. La coque en fibre de carbone cède. Sous 350 atmosphères de pression, les couches composites se délaminent et les fibres se déchirent en une microseconde. La coque s'effondre vers l'intérieur à une vitesse supersonique. Le volume de la cabine est réduit à néant en moins de 20 millisecondes. Les 5 hommes à l'intérieur meurent instantanément, leur corps étant détruit avant même que leurs nerfs ne puissent pas réagir. L'implosion n'est pas un acte de la nature, c'est une défaillance de conception. Les ingénieurs avaient averti que la fibre de carbone n'est pas adaptée au cycle répété de pressurisation. Contrairement à l'acier, qui se déforme de manière prévisible, les matériaux composites peuvent dissimuler des micro-fissures jusqu'à ce qu'ils cèdent de façon catastrophique. OceanGate a ignoré les avertissements, évité les tests et la certification des agences maritimes, présentant la conception comme une innovation. Dans une interview à 60 minutes Australie, James Cameron a déclaré « Mais il venait du mauvais secteur. Il venait de l'aérien, vous savez, de l'aéronautique. Et l'ingénierie aéronautique est fondamentalement différente. Vous cherchez la légèreté et la solidité sans forcément viser la résistance à la compression. Votre ennemi, vous savez, ce sont toutes sortes de charges mécaniques, mais ce n'est pas cette pression écrasante et terrible que l'on subit dans les grandes profondeurs de l'océan. Et il a choisi les mauvais matériaux avec la mauvaise approche. » Le rapport 2025 de la garde côtière américaine est sans détour. La sécurité en a été mal présentée, les tests insuffisants et les risques ignorés. La sphère en acier de Cameron a survécu à 11 000 mètres là où la coque en fibre de carbone du Titan n'a pas pu résister à un peu plus de 3 000 mètres. À l'intérieur du Deep Sea Challenger, Cameron entendait l'acier gémir sous la pression, mais il faisait confiance à son intégrité, sa forme, son matériau et sa conception certifiée. À l'intérieur du Titan, la confiance était mal placée. Les hommes sont montés à bord d'un engin qui avait essentiellement été construit dans le jardin de quelqu'un. Un système est resté intact, l'autre a échoué sans pitié. À ces profondeurs, il n'y a pas de seconde chance. À 8h30, le 26 mars 2012, Cameron atteint le fond de la fosse des Mariannes. Il ne passe que 2h34 à explorer, écourté par la fuite hydraulique. À 11h00, il largue ses poids de l'est et le Deep Sea Challenger remonte lentement. La remontée ne se fait pas par des propulseurs. Elle repose sur la flottabilité, la mousse synthétique flottant même sous forte pression, et les poids en acier qui tombent quand ils sont relâchés. S'ils échouent, Cameron restera piégé sur le fond marin, seul au point le plus profond de l'océan. La flottabilité est la différence entre le retour et l'ensevelissement. À 11h00, à l'intérieur du Challenger Deep, dans la fosse des Mariannes, James Cameron est assis au fond du monde. À travers son hublot strié de liquide hydraulique, il regarde dans l'eau noire. Le manomètre de profondeur indique 10 908 mètres et net et La pression extérieure est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. La mission doit prendre fin. Il a observé le fond marin, pris des images, collecté des échantillons, mais une fuite hydraulique a paralysé le bras manipulateur et la porte scientifique. Cela a réduit sa capacité à prélever des sédiments et le risque de rester plus longtemps augmente chaque minute. James Cameron devait rester 6 heures au fond,
mais à cause d'une fuite et des pannes du système, il remonte après près de 3 heures. Aucun moteur ne peut soulever le Deep Sea Challenger. Les propulseurs seuls ne résistent pas au poids de 11 000 mètres d'eau. Pour remonter, James Cameron doit alléger son sous-marin par rapport à l'eau. La solution est simple. Il faut larguer le lest. Des plaques d'acier, soit environ 500 kg de lest, sont maintenues sous le submersible par des électroaimants. Quand Cameron actionne l'interrupteur, les aimants se coupent, l'acier tombe et le submersible devient flottant, remontant lentement à la surface. C'est le moment le plus crucial de toute la plongée. Si le lest ne se détache pas, le submersible reste coincé au fond. Sans propulseur assez puissant pour le remonter et sans secours humain capable d'atteindre 11 000 mètres de profondeur, Cameron serait prisonnier de l'abîme jusqu'à ce que son oxygène s'épuise. La flottabilité détermine la survie des submersibles. La flottabilité fixe, comme les blocs de mousse en résine à microsphère de verre creuse. Ce matériau ne se comprime pas sous la pression, même à la profondeur maximale de l'océan. Il maintient l'engin à flot sans aucun lest. La flottabilité variable utilise des poids largables. De lourds blocs d'acier ou de plomb sont maintenus par des pinces mécaniques ou des électroaimants. Lorsqu'ils sont relâchés, ils tombent, augmentant instantanément la flottabilité. Les sous-marins intègrent une redondance d'urgence avec plusieurs systèmes de largage, tels que commande manuelle, lien à dissolution programmée ou boulon explosif. Un ballast bloqué équivaut à une condamnation. Pour Cameron, la redondance était essentielle. En cas de panne du système de largage du lest, un système de secours à libération galvanique était prévu. Le maillon dissolvant est conçu pour se corroder dans l'eau salée après une période déterminée, permettant aux sous-marins de remonter automatiquement à la surface. Divers systèmes assurent qu'en appuyant sur le dispositif de largage, au moins un mécanisme fonctionne. Ainsi, Deep Sea Challenger est revenu à la surface après 7 heures. Mais l'histoire montre ce qui se passe lorsque la flottabilité fait défaut. À 9h30 le 29 août 1973, près de l'île du comté de Cork, le submersible Peace 3 achevait des travaux sur un câble sous-marin. Roger Mallinson et Roger Chapman, à l'intérieur, ont presque fini leur travail. Le submersible est ramené à la surface pour être hissé sur son navire de soutien. Une ligne de remorquage accroche la trappe arrière. Le joint de la trappe s'ouvre, l'eau envahit la sphère arrière et détruit en secondes la flottabilité du submersible. Le navire plonge vers le bas. Mallinson et Chapman ressentent l'accélération alors que la cabine plonge en chute libre, la poupe en premier. Le sous-marin avance à 40 mètres par seconde dans le noir. À l'intérieur, ils agissent trop vite. Les systèmes d'urgence larguent 180 kg de plomb, mais l'inondation a déjà compromis leur flottabilité. La descente ralentit mais ne s'arrête pas avant que la coque ne s'écrase dans la vase du fond marin à 480 mètres sous la surface. L'impact est violent. Le matériel tombe, les lumières s'éteignent, mais la coque résiste. Mallinson et Chapman sont prisonniers, mais vivants. La flottabilité a causé leurs problèmes, mais l'air devient leur ennemi. Leur système peut les maintenir 64 heures en vie. Pour prolonger leur réserve d'air, au lieu d'attendre 40 minutes à chaque fois pour allumer un épurateur de carbone au lithium hydroxyde afin d'absorber le dioxyde de carbone, ils prolongent le temps d'attente aussi longtemps qu'ils le peuvent. Ensuite, ils injectent une petite quantité d'oxygène provenant d'une bouteille. Malgré toutes les mesures proactives, ils ne peuvent pas empêcher le temps de s'écouler. 3 jours durant, les marines du monde entier tentent de les sauver. La Royal Navy mobilise ses submersibles. La marine américaine envoie le véhicule télécommandé Curve 3. La mer déchaînée empêche les sauvetages, les câbles cèdent, les treuils échouent et Chapman et Mallinson attendent dans l'obscurité, l'air diminuant lentement. À la 76e heure, leur air est presque épuisé. Le dioxyde de carbone augmente et leurs mains tremblent d'épuisement et par manque d'oxygène. Enfin, Curve 3 place un câble sur le Peace 3. Le sous-marin endommagé est hissé à la surface. À 13h17, le 1er septembre, l'écoutille s'ouvre. Mallinson et Chapman sortent titubants, vivants. En gérant leur réserve d'air, l'équipage du Peace 3 parvient à tenir 84 heures, ne refaisant surface qu'avec seulement 12 minutes d'air restantes. Les systèmes de lest redondants du Deep Sea Challenger ont permis une remontée sûre depuis 11 000 mètres, tandis que le Peace 3 a révélé la fragilité de la flottabilité. Une seule brèche dans l'écoutille a fait perdre sa flottabilité au submersible, l'a envoyé en chute libre et a condamné son équipage à 3 jours d'attente avec une réserve d'air qui diminuait.
Le système qui paraît le plus simple, les poids et la mousse, s'est aussi révélé être le plus impitoyable. Tandis que le Deep Sea Challenger de Cameron remonte la fosse des Mariannes, l'équipe en surface suit son ascension. Le Deep Sea Challenger de Cameron, autonome et sans câble, utilise un enregistrement à bord et un modem acoustique pour transmettre au navire de soutien des données clés comme la télémétrie, la profondeur, l'oxygène, le dioxyde de carbone et la batterie. Des signaux acoustiques dans cet art confirment sa position chaque minute, mais tous les submersibles ne sont pas aussi bien connectés. En 2023, les 5 hommes à bord du Titan ont perdu leur liaison de communication. Le silence au-dessus a masqué l'implosion en dessous. La navigation et la communication, souvent considérées comme des systèmes secondaires, sont en réalité des lignes de vie. Le prochain système à examiner est la sécurité de la navigation et de la communication, ainsi que les conséquences de sa défaillance. À 12h15, James Cameron remonte lentement à travers la colonne d'eau noire. Au-dessus de lui, le navire de soutien Mermaid Saphir attend. Entre eux circule une ligne de communication invisible. Le submersible est équipé d'un modem acoustique longue portée L3 Nortronics. Les modems acoustiques transmettent des données en numérique, dont des informations sur l'environnement et l'état du système, du submersible à la surface. La profondeur, les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone interne, l'état de la batterie, la confirmation de l'intégrité du système de survie, le statut d'urgence et la localisation peuvent tous être envoyés par voie acoustique. Cameron peut communiquer en temps réel avec la surface, ainsi qu'envoyer et recevoir de courts messages textes qui sont priorisés pour les informations essentielles à l'opération et à la sécurité. La télémétrie est envoyée à intervalles réguliers, généralement toutes les quelques minutes ou à la demande, avec des rapports d'état et des alarmes transmis selon les besoins. La communication varie, les signaux acoustiques faiblissent avec la distance, la distorsion et le bruit. En profondeur, chaque message était fragile. L'équipe en surface suit ses progrès minute par minute. Si quelque chose devait mal tourner, il le saurait presque instantanément. Et savoir, c'est tout. Un submersible est aveugle sans sa ligne de communication invisible avec le monde d'en haut. Les submersibles n'utilisent d'un coup pas le Global Positioning System sous l'eau, car les ondes radio ne passent pas dans l'eau de mer. Ils se basent sur 3 systèmes. Pour naviguer, ils utilisent des capteurs inertiels pour suivre les mouvements, comme sur un téléphone. Le sonar Doppler mesure la dérive sur le fond marin et le positionnement acoustique détermine les coordonnées du navire. La communication repose sur des câbles en fibre optique pour transmettre la vidéo en direct et les relevés de télémétrie. Les modems acoustiques transmettent des signaux sonores et de brèves données sous l'eau, certains combinant les deux pour plus de redondance. Le navire de soutien surveille chaque variable du système de survie. L'oxygène, le monoxyde de carbone, l'humidité et la pression sont tous affichés sur les écrans du navire de soutien. Une hausse soudaine ou un silence déclenche l'alarme pour un scénario de sauvetage. La communication n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Sans elle, la surface n'a aucun moyen de savoir si l'équipage est en vie, où se trouve le sous-marin ou combien de temps son air durera. Le 18 juin 2023 dans l'Atlantique Nord, le submersible Titan descend avec 5 hommes à son bord. Il n'y a pas de câble à fibre optique, pas de liaison à haut débit. La communication se limite à un modem acoustique basse fréquence, transmettant seulement de courts messages, textes et des données télémétriques simples. L'équipe de surface peut transmettre des instructions de navigation textuelle à Titan. Et Titan renvoie régulièrement des signaux d'état comme la position et l'état basique du système, environ toutes les 15 minutes. Le positionnement est imprécis et la navigation est rudimentaire. À 9h45, des mises à jour de routine sont envoyées. La descente est régulière. À 10h47, le dernier message est envoyé, puis c'est le silence. À la surface, le navire de soutien attend. Les minutes passent. Puis 1 heure. Ils sont incertains. Est-ce une panne ou un retard ? Le seul lien qu'ils avaient a disparu. Ils ne peuvent pas savoir que le sous-marin a déjà implosé. Mais James Cameron en est certain. Parce qu'on ne peut pas perdre le calme. Suivre en même temps autrement que par un événement catastrophique, car ce sont 2 systèmes distincts. Le système calme est un transducteur unique où l'on appuie pour parler ou envoyer des messages, je crois. Et l'autre est un transducteur séparé, alimenté indépendamment, sur batterie interne, qui émet un signal passif et permet de suivre le sous-marin depuis la surface. On ne peut pas perdre les 2 en même temps autrement qu'à cause d'une défaillance catastrophique.
L'implosion du Titan n'est pas directement liée au système de communication, mais sans une communication robuste, l'équipage est effectivement aveugle. Les efforts de recherche sont retardés et il faut du temps aux enquêteurs pour confirmer que l'implosion a eu lieu exactement au moment où le contact a été perdu. À 13h30, Cameron remonte. La pression baisse mais le risque persiste. Un largage de l'Est bloqué, une panne de propulseur ou une fuite pourrait l'arrêter à n'importe quelle profondeur. En surface, l'équipe se prépare aux urgences dans l'eau et à la surface. Mais à la profondeur maximale, la survie de Cameron dépend surtout de la redondance du submersible et de ses propres réserves de survie. Des navires de soutien, des véhicules télécommandés et des plongeurs de secours sont en attente. Des mois de préparation visaient un seul objectif. En cas de problème, ils pouvaient intervenir aussitôt. Mais ils n'interviennent que si le Deep Sea Challenger reste dans les limites prévues. Le dernier système de survie ne se trouve pas du tout à l'intérieur du sous-marin. C'est la préparation au secours. Et dans certains cas, cela fait la différence entre la survie et la mort. L'ascension de James Cameron est régulière. Il connaît la vérité. Après avoir quitté la surface, un sous-marin ne peut plus revenir en arrière. Si les systèmes échouent, non, la seule chose qui sépare la vie de la mort, c'est la préparation de l'équipage à exécuter un sauvetage. Malgré des mois de préparation, National Geographic, l'Institut océanographique de Woods Hole et les partenaires australiens savaient que les navires de soutien, les robots sous-marins télécommandés et les plongeurs de secours seraient inutiles pour cette plongée. Mais lors d'une expédition ou d'une opération de plongée typique, chaque scénario doit être pris en compte. Les problèmes d'enchevêtrement, de communication, de lest et les exercices de sauvetage doivent être répétés avant la plongée. Si un submersible disparaît sous les vagues, la recherche doit commencer immédiatement. Et être prêt est souvent le seul facteur décisif entre les survivants et les victimes. Le sauvetage se résume à une équation brutale, le temps contre l'air. Les navires de soutien doivent être prêts à déployer le matériel de récupération. Les robots sous-marins télécommandés peuvent couper des câbles, fixer des lignes ou libérer des submersibles emmêlés. Les submersibles de sauvetage habités peuvent s'amarrer à un navire en détresse ou le remonter. La coordination entre Marine Internationale, organismes de recherche et entrepreneurs privés pour unir les ressources est essentielle au succès. Mais toutes ces organisations et ces systèmes doivent agir sans délai. Chaque heure perdue, c'est de l'air consommé, du monoxyde de carbone, d'eau qui augmente et de l'oxygène qui diminue. Le Johnson Sea Link était piégé dans une épave à 110 mètres de profondeur au large de Key West. Les équipes de surface interviennent, mais le sous-marin est emmêlé dans des débris et les plongeurs ne peuvent pas l'atteindre assez rapidement et en toute sécurité pour sauver les 4 hommes piégés dans les 2 compartiments du submersible. Après plus de 24 heures, 2 hommes sont morts parce qu'ils ont manqué d'oxygène avant que les secours ne puissent les atteindre. Roger Chapman et Roger Mallinson étaient autobloqués dans le PC-3 à 480 mètres sous la mer. La Royal Navy a coopéré avec les États-Unis et le Canada. À la 76e heure, avec seulement quelques minutes d'oxygène, le sous-marin est remonté à la surface. Chapman et Mallinson ont survécu de justesse. James Cameron, à bord du Deep Sea Challenger, n'a jamais eu besoin de son plan de sauvetage, mais celui-ci était prêt, testé et équipé. À 15h, le 26 mars 2012, la coque verte du Deep Sea Challenger perce la surface du Pacifique Ouest. Après près de 7 heures passées en immersion, Cameron ouvre la trappe. Il est allé là où seul un autre submersible s'est aventuré auparavant, et il l'a fait seul. Tous les systèmes de survie et les redondances à bord ont fonctionné comme prévu. Mais avec le Johnson Sea Link, de l'air toxique a tué 2 hommes. Dans le Titan, une coque défectueuse a implosé, et le PC-3 a perdu sa flottabilité, piégeant 2 hommes pendant 76 heures. Chacun de ces échecs a écrit les règles de la survie. Dans les profondeurs de l'océan, la survie dépend de systèmes intégrés. On parle rarement d'eux quand ils fonctionnent, mais on n'oublie jamais leurs échecs.